Merci à tous d'être présents ce soir. Merci à Franck de son invitation. Franck qui est un très grand conteur et qui est aussi le créateur de ce paradis pour les histoires et les historiens. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, avec Franck, et dans ce grand fauteuil qui me donne envie de me mettre au bout à l'intérieur pour vous parler. On est quasiment au coin du feu d'une certaine manière, donc c'est pas plus mal. Alors Néron, vous le connaissez bien évidemment à travers les péplums, à travers les bandes dessinées. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont lu Muréna. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Donc on a tous en tête cet empereur qui fait partie de notre imaginaire collectif et qu'on connaît évidemment à travers ces folies qu'on a mises en scène dans la fiction, dans la littérature, dans la bande dessinée. Mais l'homme, évidemment, est infiniment plus complexe, et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec les Julio-Claudiens, c'est presque ma deuxième famille, c'est une famille très toxique au final, mais au moins ils sont loin dans le passé. Donc je vais essayer de vous faire toucher du doigt qui était vraiment Néron. Pour ce faire, j'ai beaucoup travaillé sur les textes anciens, Tacite bien évidemment, Suétone, qui est le grand biographe de l'Antiquité, et Suétone est assez formidable parce que comme il était bibliothécaire de l'Empire, il avait accès aux archives. Et donc il voit les archives, il voit Néron écrire de la poésie, raturer, recommencer. C'est un homme minutieux. Donc il y a Suétone, et puis il y a tout un tas d'autres sources archéologiques, d'autres textes. Et en mettant bout à bout tous ces petits indices, on arrive à recomposer quelque chose qui est proche du visage de Néron. Et pour aller au-delà, comme mon violon d'Ingres, c'est un peu la psychologie, j'ai été voir des amis psychologues et je leur ai parlé de Néron. Je l'ai allongé d'une certaine manière sur le divan de mes camarades psychologues. Et on a réussi aussi à trouver des choses. Donc c'est ce Néron qui est le fruit de longues années passées dans les textes que je vais vous présenter. Alors, pour vous parler de Néron, il faut d'abord que je vous parle de sa famille. Parce que pour le comprendre lui, il faut savoir dans quelle ambiance il grandit. C'est pas une ambiance facile, je vous le dis tout de suite. Alors, sa mère, c'est Agrippine la Jeune. Donc elle est descendante en ligne droite de l'empereur Auguste, qui est le premier empereur de Rome, et donc le fondateur de la dynastie Julio-Claudien. J'aime autant vous dire que c'est une femme qui a un fort tempérament. Elle aurait été un fantastique empereur si elle avait été un homme. Et donc cette femme, elle va fabriquer, au sens littéral, Néron. Alors, commençons par le début. Je suis désolée de tout sauter un petit peu, j'ai un reste de pneumonie, c'est très historique aussi comme maladie. La prochaine fois, je ferai la phtisie, c'est plus drôle. Donc, Agrippine va être mariée à un homme qu'elle n'aime pas du tout, un aenobarbus. Donc ça veut dire barbe d'airain en latin, qui vient d'une grande famille sénatoriale, de la grande aristocratie, il est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un homme violent, qui vient d'une famille d'hommes violents. D'ailleurs, le grand-père de Néron était du genre à arracher les yeux des hommes avec qui il se disputait sur le forum et à rouler sur les enfants qui traversaient la route quand ils passaient en char, parce que c'est rigolo d'écraser un enfant. Vous voyez déjà le niveau de violence de cette famille. Donc Agrippine est mariée à cet homme, Domitius Aenobarbus, et ce n'est pas un mariage d'amour, et c'est un mariage qui ne donne rien, qui n'est pas fécond. Il ne se passe rien, du moins il ne se passe rien tant que l'empereur Tibère est vivant. Et une fois que Tibère est mort, après plus de 8 ans de mariage, Agrippine tombe enceinte. Alors plusieurs hypothèses. Soit son mari ne la touchait pas à la demande de Tibère, pour qu'il n'y ait pas d'héritier en droite ligne d'Auguste, puisque Tibère était le beau-fils d'Auguste, était son fils. Soit, et j'en ai parlé avec des sages-femmes, Agrippine n'arrivait pas à avoir d'enfant parce qu'elle avait une stérilité psychologique et la mort de Tibère, qui avait quand même fait tuer sa mère et ses frères, voilà la bagatelle dans la famille, tombe enceinte parce qu'elle se sent libérée d'un poids, de quelque chose qui est violent avec elle. Cet enfant naît donc 9 mois après l'arrivée de Caligula au pouvoir. Donc Caligula, lui aussi, vous l'avez en tête, cet empereur complètement fou, pervers et compagnie. Là encore, il a des circonstances atténuantes, mais il était quand même bien perché. Donc, et Agrippine accouche à Antium. Antium, c'est le palais d'été de l'aristocratie romaine, le palais impérial qui se trouve au bord de la mer. C'est pas un accouchement facile, c'est un accouchement par les pieds.
Alors, il y a des femmes parmi vous qui ont l'âge effectivement d'avoir eu des enfants, et certaines d'entre vous qui imaginent très bien ce que ça peut donner un accouchement par les pieds sans péridurale. Voilà. Merci madame, vous voyez très bien. Donc, effectivement, l'accouchement est difficile. J'aime autant vous dire que les sages-femmes sont un peu nerveuses parce qu'elles n'ont pas avoir envie de voir mourir entre leurs mains la sœur de l'empereur. Mais finalement, l'enfant naît. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour la mère, bien sûr, parce que ça va être difficile, mais c'est pas une bonne nouvelle pour l'Empire non plus, parce que quand un enfant naît par les pieds, c'est l'annonce d'un mauvais présage. Vous voyez venir. Donc cet enfant naît, Agrippine s'en remet, et la première chose qu'elle va faire, une fois qu'elle est à peu près remise de couche, c'est faire venir des mages chaldéens. Qu'est-ce que c'est des mages chaldéens? C'est un nom qu'on employait dans l'Antiquité pour désigner des médiums charlatans. Bon, toujours est-il qu'elle les fait venir, et elle leur demande si son fils va régner, parce que c'est son obsession. Elle, ce qu'elle veut, c'est maintenir la droite ligne du pouvoir entre les descendants d'Auguste, elle en est descendante, et Caligula n'a pas d'enfant pour le moment, elle a un fils, le pouvoir, elle voit très très bien comment elle peut le prendre à travers son enfant. Donc elle demande, est-ce que mon fils va régner? Et là, les mages lui auraient répondu, oui, il régnera, mais il tuera sa mère. Ça ne l'affole pas du tout. C'est une bonne mère, Agrippine, hein. Elle veut que son fils règne, il régnera, si elle doit y passer, tant pis. Donc arrive effectivement ensuite la cérémonie, on reconnaît l'enfant, son père le reconnaît, notre petit Néron s'appelle Lucius Domitius Aenobarbus, pour le moment il ne s'appelle pas encore Néron, et il est confié à deux nourrices, Alexandria et Clogée, qui vont s'occuper de lui pendant que maman fait des mondanités et que papa lutine des servantes. Sauf que Agrippine, qui est une passionnée du pouvoir, qui est une jeune femme de 22 ans, voit bien que son frère Caligula, il n'est pas très apprécié de l'Empire, il a tendance à persécuter pas mal de gens, à se faire des ennemis. Alors là, elle va tenter un coup d'État contre son frère, qui va être découvert, et elle va être exilée sur la petite île de Pontia. Alors à Pontia, il n'y a rien à faire, hein, c'est très joli, mais au bout de 2h30, vous avez envie de mourir d'ennui. Donc elle attend, et pendant ce temps, son petit Néron, le petit Lucius Domitius Aenobarbus, est confié à sa tante Domitia, la mère de l'impératrice Messaline. Normalement, ce nom, ça vous dit quelque chose, Messaline, c'est le nom qu'on donne quand on est très très chic aux femmes de mauvaise vue. Hein, vous savez tous, la fameuse collègue de bureau qui se conduit comme une Messaline. Maintenant, vous y penserez, c'est très chic comme ça. Donc, l'enfance, la petite enfance de Néron se passe dans une maison assez licencieuse où on raconte qu'il est élevé par un barbier et un acteur. Alors ça, dans les sources antiques, être élevé par un barbier et un acteur, c'est pas le gage d'une bonne éducation, hein. Ça veut dire qu'il est livré à lui-même. Bon, il va passer quelques années, peut-être c'est à cause de cet acteur qu'il aura plus tard le goût du théâtre. Toujours est-il que, après presque 1 an et demi, Caligula meurt et Agrippine est rappelée à Rome. Elle va chercher son petit garçon. On imagine que les retrouvailles sont assez douloureuses de part et d'autre, puisque le petit garçon s'est attaché à sa tante et que sa mère est pour ainsi dire une inconnue. Mais sa mère va veiller maintenant à son éducation. La première chose qu'elle fait, c'est essayer de se trouver un nouveau mari, car à Rome, une femme seule, parce que son mari est mort dans l'intervalle, donc une femme seule ne peut rien faire. Donc elle doit trouver un mari. Comme elle a le nez creux, elle pense à Galba qui deviendra en effet empereur de Rome après Néron. Galba n'est pas intéressé, et au final, elle va se faire gifler par la femme de Galba. Il n'était pas intéressé parce qu'en fait, il était déjà marié. Donc il finit par trouver un autre homme qui s'appelle Crispus Pasenius, qui est, je vais dire, blindé de thunes, oui, enfin de sesterces surtout, qui est vraiment extrêmement riche, qui est avocat, sénateur, qui a des chevaux, donc là voilà, à l'abri, et son petit futur Néron, notre petit Lucius, grandit à l'abri du besoin, il fait du cheval, d'ailleurs il est un excellent cavalier, et ça va très vite lui servir parce que lorsqu'il a 9 ans, l'oncle Claude, qui est maintenant au pouvoir, organise les Jeux troyens, des jeux en l'honneur des petits princes de la génération, la plus jeune génération des Julio-Claudiens. Donc imaginez les jeux où vous avez la première apparition publique de Néron. Néron a 9 ans, il est sur un cheval, il monte extrêmement bien à cheval, et il défile dans le cirque à côté de Britannicus, le fils de Claude, qui est un petit garçon de 6 ans, tout chétif et épileptique. Et en plus, il ne sait même pas bien monter à cheval.
Ce jour-là, Néron découvre pour la première fois l'ovation du peuple. Il est le chouchou de l'intégralité du cirque, le descendant d'Auguste. Vraiment, il reçoit pour la première fois l'amour du public. Et ça, c'est très très fort. D'autant plus que sa mère n'arrête pas de lui dire qu'il est un descendant en ligne droite d'Auguste, contrairement au petit Britannicus et ce petit gamin chétif-là. Donc, c'est lui qui devra régner un jour. Imaginez-vous votre mère qui vous bourre le crâne en permanence pour vous dire que vous êtes le meilleur et qu'il n'y a que vous qui devrez régner sur le monde. Ça forge un caractère. Donc, le temps passe et il s'avère que Messaline va mourir parce qu'elle a tenté un coup d'État dans des conditions totalement ridicules contre Claude. Ça, je vous le raconterai une prochaine fois éventuellement. Et Claude est célibataire. Donc, il va épouser sa nièce Agrippine. Ça aussi, c'est une longue histoire, donc je fais une petite ellipse. Et donc, c'est ainsi que Néron arrive au palais impérial, où il va être considéré comme un des héritiers de Claude. Enfin, héritier, il y a quand même Britannicus, son vrai-fils. Mais Agrippine va tout prévoir pour son enfant. Elle va faire de Néron le fils aîné de Claude. Et comment direz-vous? Très simple, il suffit que Claude adopte Lucius Domitius Aenobarbus. Et c'est là qu'il devient Néron, le fils aîné de l'empereur Claude. Donc Britannicus est sur la touche. Les années passent, il reçoit une excellente éducation. Son précepteur d'ailleurs, c'est Sénèque, le sénateur le plus influent de l'Antiquité romaine, le prince des Stoïciens. Sénèque qui va être comme un second père pour le jeune Néron et qui va lui apprendre vraiment à avoir un rapport au pouvoir très particulier. Il est presque en train de créer une sorte de monarchie absolue avant la lettre, en disant que Néron sera vraiment sa créature, le prince idéal de l'Antiquité. Et puis, arrive le moment où Néron a 17 ans, il est temps qu'il règne, sauf que Claude est toujours vivant et que Britannicus commence un petit peu à ruer dans les brancards, du moins ses soutiens politiques. Alors Agrippine, qui est une femme avisée, va faire en sorte que Néron arrive rapidement au pouvoir, un soir de banquet. Claude a trop mangé, c'est fréquent, hein, Claude mange trop, c'est une notoriété publique. Elle lui propose un boletus medicus, un bolet médicinal, un champignon. Alors, c'est pas un bolet qu'elle lui a donné, hein, même si le texte latin c'était boletus. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt une amanite phalloïde. Donc, tout à fait mortel et sans intérêt en omelette. Cette réplique n'est pas de moi, elle vient d'un film, je ne sais plus lequel. Bref. Claude meurt fort opportunément suite à ce champignon, et Néron, à 17 ans, devient empereur romain. Il est acclamé par le peuple, par le Sénat et par l'armée. Il est donc reconnu par tout le monde. Ça y est, il est au sommet du pouvoir. Et d'ailleurs, ce soir-là, lorsque l'armée, la garde impériale qui s'occupe de la sécurité du palais, va lui demander quel est le mot de passe pour la ronde nocturne, il va dire « Optima Mater », la meilleure des mères, la meilleure mère. Donc il sait ce qu'il doit à sa mère. Mais de toute façon, il a 17 ans, c'est un adolescent, il a envie de passer du bon temps, de courir dans les bas quartiers de Rome, de boire, d'aller taquiner les filles. Et ça arrange bien maman, parce que comme ça, maman prend le pouvoir. D'ailleurs, elle a tout prévu. Un fils docile, Sénèque comme premier conseiller, Burrus comme chef de l'armée impériale, enfin je veux dire de la garde impériale. Donc, a priori, tout est fait pour qu'elle puisse régner à travers des hommes qui sont tous à son service. Sauf que nous sommes dans l'Antiquité romaine et que les hommes ne sont pas très dociles et qu'ils n'ont pas envie d'écouter une femme. Donc Sénèque va contrer une femme par une autre femme. Il va mettre une petite esclave entre les mains de Néron pour lui monter la tête et se rebeller contre sa mère. Et c'est ainsi que Néron va se fâcher terriblement avec sa mère, et au bout d'un an et demi, les rapports entre eux vont être extrêmement tendus. Sauf qu'Agrippine n'est pas du genre à se laisser faire et qu'elle menace son fils. Alors que lui dit-elle? Ça, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle le menace de mettre Britannicus à sa place. Et c'est comme ça que Néron va en venir à son premier crime. Il a été à bonne école, hein, il a vu sa mère faire un certain nombre de fois. Donc, ce soir-là, au moment du banquet en famille, tout simple, il y a Néron, il y a le jeune Britannicus, donc le fils légitime de Claude, il y a Agrippine, il y a sans doute Octavie, la première femme de Néron. Britannicus prend un verre. Il commence à être malade, à avoir une crise
d'épilepsie. Là encore, c'est très normal, il en a souvent. Donc Néron demande à le faire évacuer vers sa chambre. Et Britannicus ne revient pas. Britannicus ne se réveille pas. Et là, Agrippine a compris qu'elle a créé un monstre. Elle comprend tout de suite qu'il vient d'assassiner Britannicus pour ne plus avoir de rival au pouvoir. Et que potentiellement, c'est elle la suivante. J'aime autant vous dire que ça jette un frein dans la famille. Donc, suite à ça, les tensions vont devenir de plus en plus importantes et Agrippine va être chassée du palais. Et c'est à partir de là que Néron commence à se comporter de manière un peu plus tendancieuse. Alors, on est encore au début du règne de Néron, dans cette fameuse période bénigne qu'on va appeler le quinquennium de Néron, les 5 années fantastiques durant lesquelles Néron va être considéré comme un bon empereur parce qu'il a peur de sa mère dans les faits et parce que Sénèque est encore dans le coin. Mais pendant cette période, il va commencer à montrer un petit peu sa personnalité. Déjà, premier trait de personnalité, il est extrêmement dépensier. Pour se faire aimer, il fait une chose très simple. Il donne plein d'argent à tout le monde. À l'armée déjà, pour commencer, avec de nouvelles pensions. Au peuple, c'est comme si un président arrivait au pouvoir et qui d'un coup il disait « Allez, allocation familiale pour tout le monde, je vous donne tous 1000 €. Bon, ça le rendrait populaire, mais ça creuse les caisses de l'État. Il fait aussi des distributions de blé, ce qu'on appelle l'annone, puisque à Rome, on distribue du blé aux citoyens. Bref, il est extrêmement populaire auprès du peuple, il organise des jeux tout le temps, donc on se divertit, c'est fantastique. Mais bon, tout ça, encore une fois, c'est pas le signe d'une très très bonne gestion des caisses de l'État. Et une fois qu'elles seront vides, il faudra les remplir. Ça va venir un petit peu plus tard. Et puis, sur le plan personnel, il rencontre une femme. Il rencontre Popée. Popée, c'est la plus belle femme de Rome. Une rousse incendiaire, magnifique, qui vient d'une très bonne famille. Et Popée est attachée à la tradition. C'est une femme pudique, vous comprenez. La pudeur dans l'Antiquité romaine, c'est très important. C'était totalement passé de mode pendant l'Empire, mais une femme, normalement, se mettait un voile par-dessus les cheveux pour sortir. Vraiment, c'était un bout de voile sur un bout de cheveux. Mais Popée en rajoutait. Quand elle sortait, pour montrer qu'elle était plus pudique que les autres, elle se voilait complètement le visage. Donc la seule femme que vous pouviez voir traverser Rome totalement voilée, c'était Popée. Donc, vous voyez comment on peut jouer avec la pudeur, parce qu'en fait, on savait très bien à qui on avait affaire sans la voir. Et surtout, elle pouvait ménager son effet. Quand elle arrivait dans une pièce, elle enlevait son voile, et là, on pouvait enfin admirer sa magnifique beauté. Et c'est vrai qu'elle était très belle. Donc, avec tout ça, Néron tombe effectivement immédiatement amoureux de Popée. Mais comment pourrait-il y résister à cette rousse magnifique, à la chevelure d'ombre qui au lit le fait rêver? Ah ouais, mais il est déjà marié. Et il est marié à Octavie, qui est la fille de l'empereur précédent et qui donc contribue à sa légitimité. Tout ça va être source de problèmes. Et il ne peut pas répudier Octavie et épouser Popée alors que sa mère est toujours vivante. Elle ne le laisserait pas faire, même s'il ne se parle plus depuis des mois, elle ne le laisserait pas faire. Donc il va devoir régler les problèmes un par un. Et le premier problème à régler, c'est sa mère. Alors évidemment, je me suis amusée à aller voir, en termes de statistiques, quels étaient les crimes les plus rares dans l'histoire de l'humanité. Le crime le plus rare, c'est le matricide. Il y a un tout petit peu plus de filles qui tuent leur mère que de fils. Donc on est sur la deuxième marche des crimes les plus rares. Mais le matricide est vraiment un tabou absolu. Et Néron va organiser le matricide. Là, on peut dire que c'est le premier acte de la folie, si vous voulez, l'acte le plus fort, le fondateur du reste. Alors, comme il est un petit peu malin et qu'il adore le théâtre, il va imaginer d'abord une scène de retrouvailles pour qu'à Rome, personne ne puisse soupçonner le fait qu'il a assassiné sa mère, car vous imaginez bien qu'un empereur qui tue sa mère perdrait beaucoup en popularité. Donc, il organise des retrouvailles dans la ville de Baïa, qui est la grande station balnéaire. C'est mieux que Saint-Trope et c'est mieux que Cannes. C'est vraiment la ville balnéaire la plus riche. Donc il y a un palais, il reçoit sa mère, tout le monde les voit se réconcilier, donc a priori tout va bien. Et puis le soir, il lui offre un bateau pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc il l'accompagne au port, il l'embrasse encore une fois devant tous les invités, hop, il la met sur son bateau, vas-y, rentre à la maison.
Et le bateau prend la mer dans la baie de Naples. Imaginez-vous la géographie de la baie de Naples, c'est très important pour la suite de l'histoire. Le bateau s'avance dans la baie, et là, le bateau se disloque totalement. Agrippine tombe à l'eau, se sauve à la nage, rentre chez elle dans sa maison qui était à 2 km de celle de Néron. Pourquoi prenait-elle le bateau, je vous le demande. Mais toujours est-il qu'elle rentre à la nage, elle est sauvée, Néron est catastrophé et envoie un membre de la marine qui est à sa solde assassiner sa mère, qui reçoit le marin en lui disant « frappe au ventre, là où j'ai porté ce monstre ».